dans cette conférence, on aura Gilles Dana, notre expert immobilier à Miami. Gilles est le dirigeant de l'agence Vano Miami depuis pas mal d'années maintenant. Et il est agréé comme agent immobilier par l'État de Floride. On a Michael Vandermael, avocat fiscaliste, qui a l'habitude d'accompagner de nombreux non-résidents dans leur acquisition de biens en Floride et aux États-Unis. Jean-Philippe Sora, qui arrive d'ici quelques secondes, qui est notre expert comptable associé du cabinet franco-américain Massa Consulting Group. Et Amélie, qui est restée avec nous, si vous étiez dans la conférence d'avant, qui est avec OFX et qui nous explique comment avoir des frais un petit peu moins élevés pour vos transferts d'argent, notamment si demain vous devez faire un achat cash ou un deposit sur un mortgage. Je vais tout de suite donner la parole à Gilles, qui va nous partager son écran et qui va un petit peu nous faire une situation du marché actuel à Miami et nous parler un petit peu des opportunités qu'on peut avoir à Miami et en Floride. Merci à tous les trois. Bon, bonjour à tout le monde, merci d'être présent et merci à Romain et à French Morning pour avoir organisé ce salon virtuel qui est très intéressant. Donc moi, je vais vous parler de l'investissement en Floride et plus particulièrement à Miami. Donc, je suis alors attendez, hop, je ne peux pas changer de… Ah, c'est bizarre, j'ai plus de souris. Voilà. Je suis le directeur de l'agence de Vano à Miami. Vano, c'est un groupe de 27 agences qui est spécialisé depuis 45 ans dans la vente et la location de biens immobiliers à Paris et à l'international. Donc, à Vano Miami, on s'occupe de transactions immobilières, donc achat, vente, location et gestion immobilière. On s'occupe aussi de l'acquisition de sociétés et de fonds de commerce pour notamment les Français ou les étrangers qui veulent venir s'installer en Floride avec un visa d'investisseur E2 ou EB5. Et on les accompagne dans tout le processus de relocalisation, d'expatriation pour que tout se passe de façon assez agréable. Donc, aujourd'hui, je suis installé à Miami, on s'est installé à Miami. On connaît la Floride surtout pour son côté, ses plages. J'ai un petit problème de changement de… Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à changer mes slides. Donc, voilà. Bon. Ouais. Alors, donc on connaît Miami et la Floride sous le côté soleil, le tourisme, les personnes connues, donc ce côté un peu bling-bling. Et pourquoi je me suis installé à Miami, pourquoi on a ouvert l'agence de Vano à Miami, c'est qu'aujourd'hui, Miami est une ville qui n'est plus que du bling-bling, du tourisme. C'est aussi une ville qui se positionne au niveau… comme ville globale, comme peut l'être New York, Londres, Paris, et pour plusieurs raisons. Déjà, il y a aujourd'hui à peu près 1200 sociétés multinationales qui se sont installées à Miami, et parce qu'aujourd'hui, Miami offre, du fait de sa zone géographique, une place très intéressante. C'est un carrefour entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud et l'Europe. Donc, on dit aussi que c'est la capitale de l'Amérique latine. Donc, ça attire énormément les entreprises qui veulent développer ces marchés. Et aussi, on a une infrastructure qui est quand même très, très, très développée. On a le 3e aéroport international des États-Unis et le premier aéroport au niveau du fret. Et c'est aussi le premier port des États-Unis au niveau fret et au niveau des croisiéristes. Bon, même si aujourd'hui les croisières ça doit souffrir un petit peu, ça reste quand même un port de fret qui est très important. Après, Miami vous offre une fiscalité attractive, celle de la Floride, qui n'impose pas sur le revenu ses résidents et qui a aussi une fiscalité assez intéressante au niveau des entreprises. Ça, Jean-Christophe vous en parlera tout à l'heure. Et enfin, comme je disais, c'est une ville donc la Floride en général, qui offre une qualité de vie assez exceptionnelle avec une température très agréable toute l'année. Même si aujourd'hui on a un temps horrible, je ne peux pas vous le montrer, on a de la pluie toute la journée. Enfin bon, voilà. Donc Miami aujourd'hui est une ville qui attire beaucoup, et la Floride aussi des investisseurs et des gens qui veulent s'installer. Alors je vais vous parler un petit peu du fonctionnement de l'agent immobilier, des transactions immobilières en Floride. Chaque État aux États-Unis est différent, même si 89% des acquéreurs aux États-Unis passent par un agent immobilier.
Ça peut surprendre pas mal de gens en France, mais ça s'explique, et notamment en Floride, car l'agent immobilier doit passer un diplôme de l'État de Floride qui est assez poussé au niveau juridique, et il doit être 2 ans sous l'ombrelle d'un broker immobilier. Donc moi, je suis broker immobilier, donc ça veut dire que j'étais au moins déjà 2 ans agent immobilier et j'ai travaillé pour un autre broker avant. Aujourd'hui, le broker ou l'agent immobilier continue à faire des formations régulières pour rester à la page du juridique et tout ça. Donc, c'est très important de choisir un agent immobilier qui a cette bonne connaissance, et parce qu'il est au centre de la transaction immobilière. Alors, en Floride et aux États-Unis en général, il n'y a pas de notaire, il n'y a pas de conservation des hypothèques, tout se fait par des entreprises et des partenaires privés. Et donc, si vous voulez, l'agent immobilier doit avoir un réseau de partenaires de confiance et qui va savoir travailler correctement et pour que votre transaction immobilière se passe sans problème. Donc, le réseau, sa connaissance et son réseau sont très importants. Après, pourquoi on passe aussi par un agent immobilier aux États-Unis? C'est parce qu'on a accès à ce qu'on appelle le MLS, qui est un fichier central des mandats. Donc, si vous avez un bien à vendre ou un bien à louer, que vous le donnez un mandat exclusif, c'est quasiment que des mandats exclusifs, on va dire c'est toujours des mandats exclusifs, notamment en Floride, votre agent immobilier va le partager sur ce fichier central qui est accessible par tous les agents immobiliers de la région. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller frapper à l'agence du coin d'une ville ou à l'autre agence pour savoir quel bien ils ont à vendre, puisque votre agent aura accès à tout ce qui est disponible sur le marché. Et donc, il suffira de bien lui dire ce que vous recherchez. Il pourra commencer les recherches pour vous et vous aider dans ces recherches sans que vous ayez besoin d'avoir plusieurs agents immobiliers. Enfin, les commissions d'agence, bon, c'est comme partout, hein, les agents immobiliers sont rémunérés par des commissions une fois que la transaction se fait. Et elles sont payées 95% des cas par le vendeur ou par le propriétaire qui met en location son bien. Donc, si vous venez pour investir dans un bien immobilier ou acheter votre résidence secondaire ou résidence principale, il faut surtout ne pas hésiter à passer par un agent immobilier parce que ce n'est pas vous qui allez payer les commissions d'agence, ça sera le vendeur. Donc, voilà pourquoi beaucoup d'Américains et de Floridiens passent par un agent immobilier pour leurs transactions immobilières. Je vais parler un petit peu du marché à Miami. Alors, comme je le disais, la Floride est très grande. On est à peu près 22 millions de Floridiens. Donc, je ne peux pas m'étendre sous toute la Floride. Si vous avez des régions qui vous plaisent plus, des villes qui vous plaisent plus, il ne faut pas hésiter à me contacter après le webinaire. J'ai accès à toutes les statistiques de l'État de Floride. Je peux travailler avec tous les agents immobiliers de Floride. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Donc là, je vais vous parler de Miami, le comté de Miami. Aujourd'hui, c'est un marché qui va très bien. On fait mieux que l'année dernière, malgré la crise. On a un stock de maisons qui est en forte baisse. Il y a 32% de maisons à moins à vendre que l'année dernière. Il y a 6,5% d'appartements en moins à vendre que l'année dernière. Et des prix qui montent. Alors, j'ai pris des prix qui montent par rapport au plus bas qu'on a eu après la crise des subprimes, la crise financière. Sur les maisons, on a pris 159% et on a pris 125% sur les appartements. Donc, ça fait à peu près annualisé du 7% et du 4-5% sur les appartements. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que, et on le verra aussi plus tard dans ce que je vais vous expliquer, c'est que même si vous ne mettez pas en location votre bien, vous pouvez espérer une plus-value sur le moyen long terme. Donc, vous avez quand même un revenu à la revente. Donc, je vais aussi parler, donc là, vous avez une carte à peu près du Grand Miami qui fait à peu près 3,74 millions de personnes. Les quartiers que les Français préfèrent sont les quartiers de Miami Beach avec la zone de South Beach, puisque là, vous avez beaucoup de petits immeubles art déco 1920, 1930, 1940 qui sont très prisés des Français. Et vous avez aussi des tours d'appartements de luxe qui offrent des services magnifiques. Voilà. Et donc, pourquoi South Beach? Parce que c'est un peu un village, c'est très pittoresque, on peut faire tout à vélo, à pied. Et donc, les Français aiment beaucoup ce quartier. L'autre quartier qu'aiment les Français, c'est Coconut Grove et Coral Gables accessoirement. Pourquoi? Parce que si vous venez vous installer depuis la France à Miami et que vous voulez mettre vos enfants dans des écoles internationales, bah, c'est dans ces coins-là qu'il faut vivre. Donc là, on est plus sur des maisons et Coconut Grove, c'est très, très prisé des Français parce que c'est un côté un peu, c'est très vert, ça fait un peu le Cap Ferret toute l'année, quoi.
Après, vous avez tout ce qui est la zone de Brickell et Edgewater. Brickell, c'est la défense des États-Unis, donc c'est des tours de bureaux, des tours d'appartements. C'est très prisé des jeunes cas dynamiques et des gens d'Amérique latine aussi beaucoup. Et enfin, Edgewater, c'est plutôt résidentiel et là, c'est un quartier qui monte. Beaucoup de tours se construisent avec des services tout à fait incroyables, donc beaucoup de services de haute qualité avec des appartements, des penthouses qui ont des vues sur l'eau qui sont assez impressionnantes. Voilà, donc on va passer maintenant au marché en lui-même. Alors, sur un an, les grands gagnants de la crise aujourd'hui, on peut voir que ce sont les maisons à Miami. On a pris une plus 10,2% de valeur depuis un an. Et on a pris pour les appartements, ils sont un peu moins gagnants, 4,2%. Alors, ça s'explique pas uniquement à cause de la crise du Covid, parce que la crise du Covid a fait que les gens ont préféré vivre dans des maisons que dans des appartements, ou alors des appartements plus grands avec terrasse. Mais il y a aussi le fait que les taux de crédit aux États-Unis sont très bas actuellement. C'est du jamais vu. On est à peu près aujourd'hui à 2,80 sur 30 ans quand on a un bon credit score, alors qu'il y a encore un an, on était à 4, 5 ou 6. Donc aujourd'hui, les Américains achètent beaucoup au crédit, ce qui fait monter les prix forcément. Et donc, on va voir aussi que ce qui fait aussi monter les prix, c'est qu'on a un niveau de stock qui est très bas sur les maisons. Aujourd'hui, on a pour toujours Miami-Dade, la région de Miami, on a 4,3 mois de stock de maisons à la vente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le vendeur qui fait un peu le marché, qui fait le prix. Et on verra un peu plus tard que je pense que cette augmentation de valeur va continuer à cause de cette demande très forte et qui ne va pas s'arrêter. Les appartements, on reste toujours les perdants de tout ça. On est aujourd'hui à 14,2% de stock. Donc, on est toujours dans un buyer's market, c'est l'acheteur qui fait le prix. Et il y a des zones géographiques comme South Beach, par exemple, où aujourd'hui, on a 20 mois de stock sur les appartements. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix vont baisser sur ces appartements-là et qu'on a des très bonnes opportunités de faire des offres assez agressives. Donc, si vous êtes investisseur avec du cash, aujourd'hui, on peut négocier très, très fort sur les appartements. Sur les maisons, c'est beaucoup plus difficile. Au niveau commercial, donc c'est toujours pour les gens qui veulent s'installer avec un visa d'investisseur. S'ils veulent acheter un fonds de commerce, une société, comme partout dans le monde, aujourd'hui, l'économie a bien souffert et il y a notamment tout ce qui est touristique, transport. Et donc, en Floride, il y a beaucoup de sociétés qui souffrent et qui vont mettre la clé sous la porte. Donc, si vous avez un projet de vous installer aux États-Unis avec un visa d'investisseur, c'est peut-être le moment de faire le pas. Parce que si vous pouvez faire le dos rond pendant quelques mois, le temps que la crise sanitaire se passe, et ben vous pouvez quand même acquérir des biens, des sociétés, des fonds de commerce avec des prix très décotés. Voilà. Alors, est-ce que c'est le moment d'investir en Floride? Et moi, je vais dire oui, pour plusieurs raisons. Au départ, moi, je viens de la gestion de patrimoine en France, donc j'ai une approche patrimoniale des investissements. Et aujourd'hui, vous investissez dans du dollar. Quand vous investissez dans l'immobilier aux États-Unis, vous achetez du dollar aussi. Donc, non seulement vous êtes positionné sur un actif immobilier qui est moins dangereux que l'actif boursier. Et en plus, vous achetez du dollar. Donc, si vous avez beaucoup d'euros, ça vous permet de vous diversifier sur une zone géographique et une monnaie différente, sachant que le dollar, c'est l'étalon monétaire mondial. Et en plus, c'est la monnaie des États-Unis qui est l'économie la plus résiliente au monde. Donc, aujourd'hui, on est en récession. On sera probablement les premiers à s'en sortir. Donc, c'est toujours bien d'avoir du dollar. Je toujours dit aux gens de acheter du dollar, ne restez pas que sur une seule monnaie. Après, comme je le disais un peu plus tôt, et ça on en parlera sûrement avec Jean-Christophe, la fiscalité de Floride est très avantageuse. Donc si c'est pour un investissement, vous allez avoir des revenus fonciers qui sont quasiment pas taxables aux États-Unis. Et si vous venez vous installer en tant que résident, vous allez avoir une fiscalité assez avantageuse. Après, la démographie de la Floride est en constante augmentation, contrairement à beaucoup d'autres États, pour plusieurs raisons. Déjà parce que grâce à sa fiscalité attractive, elle attire beaucoup de gens de New York, des gens de Michigan, des gens de Californie. En plus, elle a une immigration au niveau de l'Amérique latine qui est toujours présente et qui continue à venir. Et il y a une natalité croissante c'est quelque chose qui s'est installé sur la durée, ce qui fait que l'État de Floride a une démographie croissante. Donc, plus de monde,
forcément, on aura toujours besoin de plus d'immobilier et donc ça va continuer à faire monter les prix. C'est pour ça que je crois que c'est intéressant d'investir en Floride. Et à Miami, l'immobilier reste décoté par rapport aux autres villes globales comme Londres, Paris, New York. Donc, je pense que c'est toujours un bon moment d'investir en Floride et notamment à Miami. Voilà, donc j'ai donné 2 petits exemples. Alors, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à prendre rendez-vous et venir me voir dans mon virtual booth après ce webinaire ou m'appeler. Mais voilà, j'ai pris un petit exemple d'un appartement à Miami Beach où là, il y a beaucoup d'offres. Donc, comme je disais, on peut faire des offres très agressives. Aujourd'hui, on est à 3 660 $ du mètre carré. Pour un 50 mètres carrés qu'on loue 1 500 $ avec la taxe foncière, l'assurance, les charges de copropriété, tout ça, on arrive à peu près à une rentabilité de 4,75. Donc, en fonction du bien qu'on choisit, on sera peut-être entre 3,5 et 5,5. Mais bon, c'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut trouver aujourd'hui à South Beach. Et j'ai pris un autre exemple, c'est le quartier de Coconut Grove, donc le quartier que les Français aiment beaucoup lorsqu'ils ont des enfants à scolariser dans les écoles internationales. Donc là, on est sur des maisons, donc on est sur 4 660 $ du mètre carré. Donc avec $1 million, vous avez une maison de 3 chambres, 3 salles de bain, piscine de 215 mètres carrés, qui, si c'est pour un investissement, aujourd'hui se louera très facilement au moins 6 500 $, voire plus, parce qu'il n'y a quasiment pas de stock de location dans cette zone-là. Donc, c'est un très bon investissement, en tous les cas, si on a un peu plus d'1 million de dollars pour avoir une bonne rentabilité qui tourne autour des 5%. Voilà, donc je n'ai pas pu trop m'étendre sur beaucoup de choses. Si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas à venir me rejoindre et je passe la parole aux autres intervenants qui auront sûrement beaucoup de choses à dire aussi. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup pour cette présentation, Gilles, du marché de Miami, de la Floride. Je crois qu'on va enchaîner. Est-ce que tu as coupé ton PowerPoint? C'est parfait. Je crois que c'est Jean-Philippe qui continue. Faut juste activer ton micro, Jean-Philippe, et on est bon. Ouais, c'est ça, pardon. Je vais parler de choses effectivement un peu moins sympathiques puisque je vais parler de fiscalité. Hop, je partage mon écran, quoique à moins sympathique, tout dépend parce que comme l'a dit Gilles, hop, c'est bon, ça fonctionne. Comme l'a dit Gilles tout à l'heure, c'est vrai que la fiscalité de Floride est attractive pour les résidents fiscaux de Floride, parce qu'il faut savoir qu'en Floride, mais il n'y a pas, pour les particuliers, il n'y a pas d'impôt d'État, il n'y a qu'un impôt fédéral. Par contre, attention, pour les personnes qui habitent dans d'autres États, qui investiraient à Miami, par exemple, si vous habitez à New York, eh bien, le bien est en Floride. Donc, normal, s'il y avait eu une déclaration d'État, il aurait fallu faire une déclaration en Floride, mais là, il n'y a pas de déclaration à faire. Mais vous devez quand même déclarer la location de ce bien sur votre déclaration New York. Avec potentiellement un impact fiscal au niveau de New York. Mais comme nous allons le voir, l'impact fiscal sera très limité parce que, à juste titre, Gilles soulignait que les biens sont amortis. Côté américain, les biens loués sont amortissables sur 27 ans et demi. Donc, je vais vous poser les bases de la fiscalité immobilière. Comment ça fonctionne? Eh bien, il faut savoir que peu importe les modalités de détention du bien, que vous le déteniez en direct ou via une structure juridique, la façon de déterminer votre revenu taxable va être exactement la même. D'accord? Là, je ne parle pas des formulaires qui vont être utilisés, ni des taux d'imposition. Je parle vraiment de la façon de déclarer. Ce sera toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on va prendre les loyers encaissés, on déduit les charges relatives à la location. Donc, charges relatives à la location, ça va être bien sûr les intérêts d'emprunt, pas le capital, parce que le capital, bien, c'est prendre de l'argent d'une poche pour le mettre dans une autre, puisque vous remboursez du capital et puis vous le retrouverez sur la vente de la maison. Donc ça n'est pas déductible. Tout ce qui va être HOA, Real Estate Taxes, vous déduisez la réparation, la maintenance, les frais d'agence si le bien est géré par une agence immobilière et vous retrouvez avec un résultat. Donc là, ça reste quand même
assez logique, assez similaire à la France. Et en plus de tout ça, vous allez avoir ce que j'appelle une incitation à l'acquisition qui va être l'amortissement qui se fait de manière automatique. Il n'y a pas d'option à prendre, comme ça peut être par exemple le cas en France ou au Canada. Là, c'est automatique. Le bien est aux États-Unis, donc il est amorti sur 27 ans et demi. On va prendre un exemple simple pour que vous compreniez bien. Vous achetez un bien de 275 000 $, amorti sur 27 ans et demi. Ça vous donne droit à une déduction de 10 000 $ par an du résultat qui a été précédemment calculé. Ce qui, en général, va vous faire passer en perte fiscale. Attention, c'est vraiment une notion fiscale, ça n'est pas une perte cash, donc ça ne vient pas du tout contredire ce qu'a dit Gilles tout à l'heure. En cash, on peut être tout à fait rentable, mais fiscalement, être en perte. Ça, c'est la majorité, la majorité des locations. Et si jamais vous n'étiez pas en perte fiscale, même après amortissement, c'est un bon indicateur pour vous dire que vous avez fait une affaire. Ça veut dire que vous avez acheté un bien peu cher et que vous le louez très bien et que vous avez aussi peu de charges. Donc, ne sautez pas au plafond si vous vous trouvez avec un résultat fiscal positif. Donc, cette perte fiscale, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut savoir si vous êtes résident fiscaux américain, que vous êtes actif dans la location, donc actif, c'est-à-dire que vous allez vous-même vous charger de la gestion du bien. À ce moment-là, si vous gagnez jusqu'à 100 000 $ de revenus autres que fonciers, eh bien, vous pourrez déduire jusqu'à 25 000 $ de perte de vos revenus. Entre 100 et 150 000, pour chaque dollar de revenu supérieur à 100 000, vous pourrez déduire 50 centimes de perte. Et au-delà de 150 000, eh bien, vous ne déduisez plus rien. Donc là, super, il y en a certains qui doivent se dire, ok, cool, on a une perte fiscale, mais elle ne nous sert à rien. Détrompez-vous, dans le courant de votre vie, des déclarations que vous allez déposer tous les ans, vous pourrez l'imputer sur d'autres revenus fonciers qui, eux, seraient en gain fiscal, et sinon, vous allez pouvoir la déduire pour minimiser au moment de la vente l'impact de la plus-value. Voilà, d'ailleurs, maintenant, nous allons passer sur le deuxième volet de la fiscalité. On a vu le premier qui est le courant de la vie du bien, donc tout ce qui est location. Et puis, le deuxième événement de la vie du bien, ce sera sa vente. Et donc, à vente, nous espérons toujours une plus-value. D'accord ? Miami est un marché porteur, donc a priori, ce sera le cas. Et donc, à quelle sauce allez-vous être mangé? Eh bien, c'est assez simple. Vous allez, forcément, si c'est un bien loué, la plus-value va être calculée de la façon suivante. Ça va être prix de vente, moins les charges liées à la vente, les commissions d'agence, par exemple, moins les frais d'acquisition du bien, moins le prix d'acquisition du bien, moins d'éventuels travaux qui auraient été faits. Et là, une plus-value est calculée. En fonction de vos revenus, cette plus-value va être imposée entre 0 et 20% si vous détenez le bien depuis plus d'un an. Si c'est depuis moins d'un an, à ce moment-là, c'est imposé à votre taux ordinaire. Voilà, je ne parle que des taux fédéraux, puisque en Floride, pas d'impôt pour les particuliers, et après pour le reste des États, parce qu'il faudra déclarer cette plus-value si vous habitez hors de Floride. Là, tout va dépendre de chaque État. La majorité des États, d'ailleurs, n'ont pas d'impôt spécifique, de taux spécifique pour les plus-values. Ça reste le taux ordinaire. Donc, on a cette plus-value, on a cet impôt qui est payable, plus-value qui est potentiellement minimisée par les amortissements qui auront été pratiqués. Et par contre, la partie amortissement, elle, va être récupérée. Donc, les amortissements que vous avez pratiqués vont être récupérés et imposés au taux de 25%. En ce qui concerne la résidence principale, parce que vous achetez aussi peut-être pour loger dans le bien, eh bien, c'est assez simple. Du moment que vous avez habité pendant 2 ans dans le bien, dans les 5 années qui précèdent la vente, donc pas forcément 2 ans continus, vous aurez droit à un abattement de 250 000 $ par individu du couple. Donc, si vous êtes seul, c'est 250 000 $. Si vous filez jointly en tant que marié, ce sera 500 000 $. Qui va venir potentiellement annuler votre plus-value. En gros, si vous avez fait vous avez habité, donc vous avez respecté la règle des 2 ans sur les 5 dernières années, vous avez habité dans le bien pendant 4 ans
vous le vendez, vous faites une plus-value de 400 000 $ et vous êtes marié, vous n'aurez aucun impôt à payer. Si la plus-value est de 600 000 $, à ce moment-là, vous serez imposé sur le delta 600 moins 500 000, ce sera 100 000. Voilà. Maintenant que nous avons vu les bases, nous allons voir rapidement les modalités de détention des biens. Michael, tout à l'heure, approfondira la question. Et la fiscalité qui est liée à ces détentions. Si vous détenez le bien en direct, eh bien, nous sommes exactement dans le process que nous avons vu tout à l'heure, mais la plupart du temps, on va conseiller de le détenir via une structure juridique, ne serait-ce que pour la protection de votre patrimoine. Donc là, je cite 2 structures juridiques qui sont les plus courantes et connues, mais Michael en soulèvera d'autres tout à l'heure, qui peuvent aussi être intéressantes. Donc la LLC, que tout le monde connaît, est une structure juridique qui est transparente fiscalement, c'est-à-dire qu'elle ne va pas payer d'impôts. Les actionnaires vont payer les impôts, voilà, à la place de la société. Donc, d'un point de vue fiscal, enfin résultat fiscal stricto sensu, on se retrouve exactement dans le cas de la détention en direct. On a des modalités qui vont être différentes, d'accord? Si on est actionnaire, des modalités déclaratives qui vont être différentes, parce que si vous avez un seul actionnaire dans la société, fiscalement, la société n'existe pas, donc la déclaration de la société se fait sur votre déclaration de revenus. Si vous êtes 2 actionnaires, à ce moment-là, la société va devoir déposer sa propre déclaration de revenus et puis le résultat de la société va être divisé entre les actionnaires en fonction de ce qui aura été convenu entre eux et va remonter dans les déclarations de chacun via des formulaires qui s'appellent les K1. La C-Corp, elle, est une société par action qui va payer son propre impôt, impôt qui est au taux fédéral de 21%. En Floride, on a un taux de 5,5 après abattement de 50 000 $ sur le résultat. Donc, si vous avez un résultat de 40 000 $, mais il n'y aura pas d'impôt Floride à payer. Par contre, le fédéral, vous le paierez quand même. Ça, c'est une société qui peut être envisagée par les non-résidents pour diverses implications fiscale qui n'est pas forcément à conseiller pour les résidents fiscaux américains, quoique, encore une fois, ça dépend de la situation de chacun, parce que si vous voulez récupérer de l'argent de la société, eh bien, il va falloir que vous distribuiez des dividendes qui vont être considérés comme des qualified dividends la plupart du temps et qui seront imposés, certes à des taux plus intéressants, mais vous allez donc la résultante sera que vous allez payer un impôt sur la société va payer un impôt sur son résultat, et puis vous, à votre niveau personnel, vous allez payer un impôt sur les dividendes. Mais Michael va entrer dans tous ces détails un peu plus après. Il y a, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas aux États-Unis, il va être très important dans la majorité des pays, donc les Français, les Canadiens qui nous écoutent, ça c'est certain, il est très important de déclarer dans votre pays de résidence, donc soit si vous détenez le bien en direct, les revenus que vous tirez, les revenus fonciers que vous tirez de ce bien, d'accord? Que ce soit la France ou le Canada, ce sont comme les États-Unis des pays qui imposent sur les revenus mondiaux. Donc, vos revenus fonciers sont à déclarer dans votre pays d'habitation. Le fonctionnement avec les États-Unis ont la priorité d'imposition, donc ils vous imposent en premier s'il y a un impôt à payer. Vous déclarez ça dans votre pays de résidence et puis il y a tout un jeu de crédit d'impôt qui se met en place pour ne pas être doublement imposé. Je fais un petit point, puis après, je reviens. Si vous détenez le bien par une société, que ce soit une LLC, une C-Corp ou autre, il va très probablement falloir déclarer dans votre pays de résidence que vous détenez les parts de cette société. Voilà. Pour les Canadiens qui nous écoutent, beaucoup vont aller acheter en Floride. Souvent se font conseiller en local et c'est bien normal. Il faut faire très attention au LLC pour les Canadiens parce que le Canada, l'ARC, l'Agence du revenu du Canada, ne reconnaît pas le statut de LLC. C'est-à-dire que la société, d'un point de vue canadien, va être considérée comme une C-Corp. D'accord, donc une société qui paye son propre impôt aux États-Unis. Sauf que ça n'est pas le cas puisque vous êtes imposé sur votre revenu personnel. L'implication de tout ça sera potentiellement une double imposition. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais s'il y a des Canadiens qui nous écoutent, n'hésitez pas à m'écrire ou à prendre rendez-vous pour qu'on puisse en discuter.
Donc, pour ces personnes-là, notamment les Canadiens, il peut y avoir des options à envisager. Si vous avez la volonté de créer une LLC, il y a une option qui existe qui s'appelle la Check the Box Election, qui s'appelle dans le langage professionnel, qui va permettre de convertir la société d'un point de vue fiscal en C-Corp. Ça ne change rien à son statut juridique, ça change uniquement son statut fiscal. Et à ce moment-là, le Canada reconnaît cette conversion. Et on évite certaines problématiques, les problématiques de double imposition. Donc maintenant, si on veut aller un peu plus loin, il y a quelques points qui ne sont pas à négliger lorsqu'on investit dans l'immobilier aux États-Unis. Il y a la notion de Lycan Exchange. C'est une section 1031 qui va vous permettre, si vous avez acheté un bien immobilier, de repousser l'imposition de la plus-value à plus tard, à certaines conditions, évidemment. Vous achetez un bien, vous souhaitez le vendre et vous souhaitez par derrière racheter un bien de même nature. Donc, on dit de même nature, c'est pas forcément vous avez un studio et il vous faut racheter un studio. Hein. Vous pouvez acheter une maison, c'est la nature fiscale. Donc, un bien, si c'est un bien locatif, il va falloir racheter un bien que vous allez mettre en location. Ça vous permet de repousser le paiement de la plus-value sur le premier bien à la vente du second, et ainsi de suite. Évidemment, les conditions, donc on a la nature, il faut avoir identifié le bien que vous allez acquérir dans les 45 jours qui suivent la vente du premier bien et signer l'acte d'achat dans les 180 jours qui suivent la vente du premier bien. Et aussi n'avoir perçu aucun cash. Il faut qu'à la vente, les fonds soient retenus dans un escrow account. Parce que si vous percevez du cash, à ce moment-là, il sera imposé. Et un autre point qui est souvent que les non-résidents qui nous écoutent ne savent peut-être pas, c'est qu'en tant que non-résident, si vous détenez le bien en direct, vous allez être soumis très probablement à une règle qui s'appelle le FIRPTA, qui Foreign Investment in Real Property Tax Act, qui en fait prévoit qu'à la vente de votre bien, une retenue à la source de 15% sera pratiquée par le vendeur, par l'acquéreur, sur le brut de la vente. Donc, je parle bien du prix de vente. Donc, pour vous, ça peut faire un énorme différentiel de cash flow et il faut vraiment appréhender cette chose-là parce que si vous vendez, mettons, votre bien 1 million, ne vous attendez pas à percevoir 1 million cash, vous allez avoir 150 000 $ qui vont être retenus par l'acquéreur. Il y a une option qui permet, il faut qu'elle soit faite assez en amont, qui va permettre de ne retenir que 15% sur la plus-value réellement réalisée. C'est en demandant un withholding certificate à l'IRS qui va, par lequel l'IRS va valider le fait qu'effectivement la plus-value est de temps, donc l'impôt à payer a priori sera de temps, donc le montant à retenir au moment de la vente est de tel montant plutôt que 15% du brut de la vente. Attention, il y a quand même un certain délai de traitement de la part de l'IRS qui peut être de plusieurs mois. Donc, en attendant, on ne va pas arrêter, on ne va pas casser la vente. La vente se fait. Les fonds, les 15% sur le brut sont retenus. On reçoit le withholding certificate sur un escrow account. On reçoit le withholding certificate et à ce moment-là, l'acquéreur vous rend le trop perçu sur les 15%. Voilà. Il ne faut pas que cela représente un frein à l'investissement côté américain. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la majorité des pays appliquent cette règle-là. Il faut savoir que 15%, ça paraît gros, mais ce n'est pas forcément énorme. Si on compare par exemple avec le Canada, la retenue à la source est de 25%. En France, je n'ai plus le taux en tête, mais c'est aussi une retenue qui est importante, donc elle se fait partout. Voilà. Donc maintenant, je laisse la parole à Michael qui va approfondir le sujet fiscal pour les non-résidents. Super. J'en profite rapidement, le temps que Michael nous rejoigne là, il est là, mais surtout si vous
avez des questions à poser à nos experts, n'oubliez pas, vous scannez leur QR code et ensuite vous aurez directement accès à leur agenda. Il reste encore quelques créneaux dans cet après-midi. Voilà. Michael, je te laisse continuer et partager ton écran pour la suite de la présentation. Oui, bonjour à tous. Voilà, j'ai partagé mon écran. Voilà. Bonjour à tous. Je vous remercie Gilles et Jean-Philippe pour votre présentation et Romain et French Morning pour la mise en place de cette conférence virtuelle. Je me présente rapidement. Je m'appelle Michael Van der Meyl. Je suis un avocat au sein du cabinet Carlton Fields. Je pratique principalement le droit des affaires, le droit fiscal et le droit des successions. Je conseille en particulier, je conseille des non-résidents, donc des investisseurs étrangers dans l'acquisition de leur investissement immobilier aux États-Unis. Donc, par exemple, je conseille un contribuable en particulier qui veut acheter un bien immobilier, un second bien de vacances. Mais je représente aussi des structures plus lourdes comme des promoteurs qui veulent mettre en place des levées de fonds à caractère immobilier aux États-Unis. Mon rôle et mon conseil portent principalement sur le conseil et l'optimisation fiscale et juridique de l'investissement, mais je mets aussi en place des structures d'acquisition pour mes clients qui ont pour but d'accomplir leurs objectifs personnels et uniques à chacun. Je vous fais remarquer que ma présentation, dans mon slide de présentation, vise les non-résidents américains. Donc, pourquoi est-ce important? Tout simplement parce qu'un non-résident est soumis à un régime d'imposition qui est différent de celui d'un résident américain. Donc, par exemple, lorsqu'on parle d'imposition sur les revenus, un contribuable américain, lui, est imposé sur ses revenus mondiaux, mais aussi à des obligations déclaratives sur des actifs financiers qui se situent à l'étranger, par exemple leur compte bancaire à l'étranger, des pensions, des assurances-vie, des actions dans les sociétés privées. Donc, comprendre que si vous êtes contribuable américain, vous êtes soumis à un régime d'imposition mondial avec des obligations déclaratives mondiales. À l'inverse, un non-résident, lui, est soumis à l'imposition aux États-Unis sur les revenus, seulement sur les revenus de source américaine. D'accord. Un autre exemple, c'est quand on parle de droit de succession, de droit de donation. Un contribuable américain, lui, est imposé sur son patrimoine mondial, par exemple en cas de décès. Les taux d'imposition sont des taux progressifs entre 18 et 40%, mais le contribuable américain, lui, bénéficie d'un abattement très important de 11 500 000 et des poussières. Donc, ça veut dire qu'un contribuable américain, pour qu'il soit concerné des droits de succession, doit déjà avoir un patrimoine conséquent. À l'inverse, un contribuable, donc un non-résident américain, lui, en cas de décès, donc droit de succession, est soumis à un impôt seulement sur ses actifs situés aux États-Unis. Il est soumis au même régime de taux d'application entre 18 et un maximum de 40%, mais ici, la grande différence, et c'est important de le souligner, il a un abattement beaucoup plus faible, seulement de 60 000 $. Donc, un contribuable américain imposé sur son patrimoine mondial en cas de décès, mais une exemption de 11 millions plus pour 2020. À l'inverse, un contribuable non résident américain, lui, est soumis à une imposition seulement sur ses actifs aux États-Unis, avec un abattement très faible. Donc, pour vous donner un simple exemple, un non résident qui investit dans un bien immobilier aux États-Unis cash qui a une valeur d'1 million $, en cas de décès, ça pourrait résulter un impact fiscal de l'ordre de 300-400 000 $ d'imposition. Donc, c'est très important de faire attention aux droits de succession quand on investit aux États-Unis dans l'immobilier. Donc, ma première slide, c'est de définir qui est le non-résident. Bon, je vise le non-résident ici. Donc, quand on parle d'impôt sur les revenus, on parle de 3 tests. D'accord? C'est des tests objectifs. Soit on les remplit, soit on ne les remplit pas. Donc, un investisseur étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas un citoyen américain, qui ne détient pas de carte verte, qui n'est pas un permanent resident et qui ne remplit pas les conditions du substantial presence test. D'accord? Et typiquement, ce 3e test s'applique aux personnes qui sont ici aux États-Unis sur un visa non immigrant ou sur un ESTA.
Donc, je veux appuyer sur ce point parce qu'il est souvent mal compris, le test des 183 jours. Il est calculé sur une base de 3 ans. Et souvent, mes clients se trompent dans le calcul de ce test en pensant que ce calcul se fait sur une base d'1 an, qui est très similaire à d'autres pays du monde. Donc, ils viennent vers moi, ils me disent, voilà, Michael, j'ai acheté un bien immobilier aux États-Unis pour les vacances, je passe quelques mois, j'en profite avec ma famille, mais je leur explique, voilà, si vous dépassez en moyenne plus de 122 jours par an aux États-Unis, vous avez vous avez résulté à une résidence fiscale américaine et vous êtes tombé dans le piège de la résidence fiscale américaine. Donc, ça implique quoi? Ça implique que vous devez déclarer vos revenus dans le monde entier, vos actifs financiers dans le monde entier. Donc, pour mes investisseurs étrangers, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de la résidence fiscale américaine. Donc, si vous ne remplissez pas ces conditions, vous êtes soumis au régime d'imposition sur les revenus qui est limité aux revenus de source américaine. Quand on parle d'impôt sur les donations et d'impôt sur les successions, le test est un peu différent. C'est un test subjectif et le concept clé ici, c'est domicile. Qu'est-ce que le domicile aux États-Unis? C'est l'intention d'une personne de résider de façon permanente et de manière indéfinie aux États-Unis. Si c'est votre cas, vous avez établi un domicile aux États-Unis et donc vous êtes soumis au régime d'imposition qui est sur votre patrimoine mondial, mais par contre, vous bénéficiez de l'exemption de 11 millions et plus. Donc, il y a donc bien sûr le moment T, l'instant T où on vérifie votre domicile pour savoir l'impact fiscal en cas de décès, dépend de votre nexus vis-à-vis d'un pays ou dans l'autre. Et donc, on regarde, donc les autorités fiscales américaines regardent différents facteurs, critères objectifs, par exemple votre statut d'immigration. Au moment de décès, avez-vous un visa immigrant comme une carte verte ou plutôt un visa E2, par exemple non immigrant, qui vous permet de rester seulement 5 ans aux États-Unis. Vos liens économiques, familiaux, sociaux. Donc, où est votre nexus le plus rapproché? Et c'est comme ça qu'on détermine votre domicile. Donc, ici, encore une fois, la personne, l'investisseur étranger, c'est quelqu'un qui a un domicile à l'étranger. Donc, en cas de décès, il est soumis aux droits de succession et aux droits de donation seulement sur les transferts d'actifs situés aux États-Unis. Mais par contre, il bénéficie d'une exemption d'un abattement très faible de 60 000 $. Donc, dans mon analyse, quand un client vient me voir pour acquérir un actif immobilier, on parle de différents régimes d'imposition. Je ne vais pas aborder les 3 premiers qui sont listés ici en détail parce que Jean-Philippe l'a fait déjà. Mais typiquement, le non-résident veut essayer d'accomplir les taux préférentiels sur les revenus locatifs et surtout d'être imposé sur une base nette permettant de déduire toute charge et créer des pertes fiscales. En cas de revente, on veut essayer d'obtenir les taux des capital gains, sur la plus-value de revente du bien immobilier qui varie de 0 à 20% en fonction du cas. FIRPTA tax, ça c'est un point très important. J'ai de nombreux de mes clients malheureusement qui ne sont pas au courant de la taxe, de la FIRPTA tax, cette retenue sur le prix de vente qui peut être important et conséquent pour le non-résident en cas de revente, alors que peut-être il a vendu son bien à perte ou avec une plus-value minime et donc un impact réel fiscal qui est minime. Mais néanmoins, il doit être soumis à cette retenue de 15% sur le prix d'achat. Jean-Philippe a mentionné différentes stratégies pour, on va dire, mitiger le problème au moment de la vente, mais il y a des structures qu'on peut mettre en place ou des stratégies en amont à l'acquisition pour sortir du régime de FIRPTA tax et l'éviter complètement. Donc, à réfléchir quand on met en place la structure. Droit de donation, droit de succession, j'en ai parlé tout à l'heure, mais encore une fois, on est sur le régime où votre patrimoine américain seulement est soumis au droit de succession, au droit de donation, à l'ordre de 18 à 40%, taux progressif et un abattement très faible de 60 000 $. Sachez que ça, c'est les conditions et les critères d'application pour le non-résident de façon type. Mais n'oubliez pas qu'en fonction du domicile et de la résidence du non-résident, il est possible que des conventions qui existent entre les États-Unis et le pays de domicile changent le résultat. Donc, encore une fois, c'est un conseil sur mesure et le domicile de l'investisseur est clé dans l'aspect et l'impact fiscal considéré. Maintenant, je vais parler de différentes considérations juridiques, donc pas fiscales, qui sont souvent mentionnées par mes clients.
Donc, la protection des avoirs, Jean-Philippe en a mentionné rapidement, donc dispositif de protection contre les risques juridiques relatifs aux réclamations, créances concernant les immobiliers. Donc, tout simplement, l'investisseur étranger veut éviter tout risque de réclamation en séparant son patrimoine personnel de son patrimoine d'investissement immobilier aux États-Unis. Il y a différentes stratégies pour accomplir cela à travers différentes structures d'acquisition. L'aspect privé et confidentialité des investissements, c'est aussi un dispositif et un point clé pour mes clients, certains de mes clients qui veulent accomplir cela. Si vous achetez un bien en nom propre aux États-Unis, vous pouvez simplement aller sur Google, taper l'adresse et vous pouvez vérifier qui est l'acheteur et le titulaire de l'actif. Certains de mes clients veulent préserver une certaine privée dans leur achat pour des raisons légitimes. Les coûts, ça c'est un autre critère. Donc, la structure d'acquisition qu'on pourrait éventuellement mettre en place a bien sûr un coût de création, les coûts de l'avocat, un coût de maintenance, donc des frais annuels, un suivi juridique et aussi un coût comptable. Donc, vous allez devoir être suivi par un comptable comme Jean-Philippe pour la suite de la mise en place. Tout ça, c'est un coût et c'est pris en considération lorsqu'on met en place une structure. Voilà, on ne voudrait pas créer une structure trop lourde qui a des coûts conséquents pour des avantages qui ne sont peut-être pas au même niveau. Et puis, dernier point qui, à mon sens, est très clé pour de nombreux clients non résidents, c'est la procédure de probate aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que la procédure de probate? C'est l'administration successorale, la procédure administrative successorale aux États-Unis qui s'applique en cas de décès. Typiquement, lorsque l'étranger est domicilié à la date de décès dans un pays étranger, c'est les lois de ce pays qui vont s'appliquer pour gouverner la succession. Mais il y a une exception lorsque cet individu détient un bien situé aux États-Unis en nom propre. Ça veut dire qu'une procédure va devoir être initiée, un tribunal va devoir être saisi pour transférer le titre du bien du défunt aux héritiers. C'est compliqué, la famille n'a pas nécessairement envie de gérer ces problématiques de droit étrangère, sachant que voilà, c'est étranger et ça complique les choses et ça peut geler l'actif parce que cette procédure peut prendre plusieurs mois pour être résolue aux États-Unis. Et s'il y a des impôts sur les droits de succession à payer en plus, ça peut délayer la problématique de façon supplémentaire. Donc rapidement, les options de structure, il y en a diverses. Jean-Philippe en a mentionné, mais ça peut inclure une société, une corp aux États-Unis, un US Limited Liability avec un membre qui est une entité disregarded, non existante, ou deux membres qui est classifié comme un partnership aux États-Unis. On peut utiliser les trusts offshore, onshore. Donc, il y a une variante de combinaison qu'on peut utiliser pour vraiment accomplir les objectifs du client. Et il faut comprendre qu'il n'y a pas une structure qui est optimale, mais c'est vraiment du sur-mesure et choisir celle qui convient à l'investisseur. Moment de calendrier, ça c'est aussi un point très important. Je n'ai pas souvent l'opportunité ou pas toujours l'opportunité de recevoir un client en amont, mais il est important de mettre en place cette structure dès le départ, préférablement avant l'offre d'achat et surtout avant le closing. Pourquoi? Parce que si vous acquérez le bien en nom propre, un changement de titre pourrait être conséquent en termes d'impact fiscal, mais en termes de coût juridique pour restructurer, donc changer le titre en votre nom à une structure que vous aurez créée après le fait. Donc, avant le closing, à se rappeler. Donc, encore une fois, je conseille mes clients, c'est vraiment une planification sur mesure et ça dépend du profil de l'investisseur. Et donc, pour vous donner un exemple, quelqu'un qui est peut-être jeune, en bonne santé, qui veut investir aux États-Unis, acheter un bien pour une durée de 2-3 ans, n'est peut-être pas concerné par les questions de droit successoral et va vouloir privilégier plutôt la rentabilité de son bien et l'impact fiscal sur l'impôt sur les revenus. Donc, on va lui conseiller différentes options de structure pour optimiser ces points-là. D'autres de mes clients ont peut-être un patrimoine important, veulent investir aux États-Unis, le préserver, donc c'est des biens patrimoniaux et ils risquent de décéder avec. Et donc, eux vont peut-être privilégier une structure qui leur donne certains avantages et évite ou mitige les impacts des droits de succession et par exemple la procédure de probate. Prochain slide. Donc ici, c'est un exemple. Je vais aller rapidement. Mais l'exemple de la détention directe et comprendre un peu quels sont les avantages et désavantages de cette structure. Je ne dis pas que c'est une mauvaise structure, je ne dis pas que c'est une bonne structure, ça dépend de l'investisseur et ça dépend des objectifs. Donc, on pourrait éventuellement conseiller cette structure à différentes personnes pour des raisons spécifiques. Mais en regardant le tableau de droite, les impacts fiscaux,
typiquement, il y a un bon résultat au niveau d'impôt sur les revenus. Le contribuable non résident peut obtenir les meilleurs taux d'application et déduire les charges pour réaliser des pertes fiscales sur les revenus locatifs. Les plus-values de vente, on obtient les meilleurs taux. Mais par contre, il y a des désavantages. En cas de décès, on est soumis au droit de succession avec cet abattement faible de 60 000 $. Pareil pour les donations, si on fait une donation du bien immobilier. FIRTA tax s'applique aussi. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas idéal. Et l'application de la procédure de probate aussi. Donc, je n'ai pas mentionné tous les avantages, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, pensez à structurer votre investissement avant l'achat parce que voilà, en fonction du client et de ses besoins, il y a peut-être des choses qu'on peut faire pour vraiment optimiser votre achat aux États-Unis. Donc, je laisse la parole maintenant à Amélie et j'ai conclu ma présentation. Je vous remercie tous. Merci, Michael, c'était top. Du coup, Amélie va nous partager son écran. Il faut juste que Michael coupe son partage d'écran. On est bon. Je te passe la parole, Amélie, tout de suite parce que comme ça, on va pouvoir enchaîner. Et puis, je pense qu'on sera un petit peu court sur le question-réponse, mais par contre, je vous repartagerai les QR codes à la fin pour que vous puissiez booker des rendez-vous privés de 15 minutes avec chacun de nos speakers. Amélie, la place est à toi. T'inquiète, je nous fais ça rapido. Merci beaucoup, messieurs, pour vos présentations. Vous vulgarisez vos expertises vraiment très bien. C'est un plaisir de présenter avec vous. Puis surtout sur le sujet de la Floride. Ça fait longtemps que j'y suis allée. Puis tes photos, Gilles, ça donne le goût d'y aller. Je vous partage rapidement ma présentation. Alors moi, mon but pour clore la session, et puis désolé pour ceux qui étaient là sur la session d'avant, mais c'est de simplifier au maximum l'étape, dans le fond, de rapatrier des fonds de l'étranger pour financer votre achat à Miami. J'y vais vraiment très sommairement, mais dans le fond, le point important, c'est de connaître le taux de change réel au moment de la transaction. Ça peut être tentant d'y aller avec votre banque lorsque vous transférez des euros en dollars américains. Je l'ai fait moi-même par le passé, mais avec les banques, on se rend compte assez rapidement qu'on perd pas mal au change. Les banques vont charger des frais de transaction à l'envoi et à l'arrivée. Et puis, la marge qu'ils prennent sur le taux de change est assez grasse, souvent entre 2 et 5 comparativement lorsque vous faites affaire avec un spécialiste en taux de change comme OFX qui vont prendre une marge sur le taux de change inférieure à 1 et donc, pour vous donner un exemple bien concret, si vous rapatriez 100 000 € en dollars américains, le taux réel ce matin était à 1,1862. Avec un taux bancaire standard, vous auriez au final 115 770 $ américains versus si vous aviez utilisé un spécialiste en taux de change comme OFX, vous auriez au final 118 140 $ américains. Donc, 2 370 $ de différence, ce n'est pas négligeable. Et donc, la stratégie, connaître le taux de change réel au moment de la transaction. Et puis, je vous recommande, moi, de magasiner les spécialistes en taux de change. Très rapidement, on a 4 produits qui nous différencient dans le marché et qui peuvent être intéressants pour un achat un petit peu plus substantiel comme une propriété. Le premier s'appelle l'ordre à cours limité. En anglais, on l'appelle le limit order. C'est un produit qui est basé sur le principe d'attendre pour le bon moment. Donc, vous allez utiliser ça lorsque vous avez de la flexibilité dans le temps, donc probablement au début du processus d'achat de votre bien immobilier. Donc, lorsqu'on a c'est un peu de flexibilité par rapport au temps et qu'on pense que le taux de change va s'améliorer. Donc, vous pouvez placer une épingle dans le marché avec votre directeur de compte OFX pour le taux auquel vous aimeriez faire la transaction. Donc, si vous aimeriez, par exemple, faire la transaction alors que l'euro sera à une valeur de 1,2 au lieu de 1,18, eh bien, vous pouvez placer cette épingle dans le marché et puis notre système va, dans le fond, monitorer le taux de change pour vous 24 heures sur 7, donc vous n'avez pas à faire ça. Et puis, si le marché atteint 1,2, nous allons acheter les dollars américains pour vous. Donc, ça, c'est un premier outil. Le deuxième qui est le plus souvent utilisé, c'est simplement le taux au comptant, le spot rate, qui est simplement de faire la transaction au taux existant à l'instant. Donc, le plus simple. Le troisième produit, et puis je pense qu'il peut être intéressant
pour faire le transfert pour un dépôt, le fameux dépôt de 20 % de la valeur de votre bien immobilier. Ce produit-là s'appelle le contrat à terme. En anglais, on l'appelle le Forward Exchange Contract. C'est un produit, dans le fond, qui est basé sur le principe d'acheter aujourd'hui pour un règlement dans le futur. Et donc, si vous aimez le taux de change d'aujourd'hui, mais que vous savez que vous aurez ce 20 % à déposer à la fin du mois, par exemple, vous pouvez réserver le taux de change aujourd'hui pour le règlement dans le futur. Et l'ouverture, dans le fond, du timeline, pour ça, vous pouvez, la transaction peut se faire n'importe quand entre 2 jours après la date d'aujourd'hui jusqu'à 1 an après la date d'aujourd'hui. Et c'est le seul produit qui vous offre une protection si jamais le taux de change bougeait de façon négative pour vous. Alors, étant donné que vous avez réservé le taux d'aujourd'hui, même si dans 2 jours, le taux n'est pas favorable pour vous, bien vous avez déjà réservé votre taux de change. Donc, c'est un outil qui offre une protection. Et puis, finalement, le dernier outil, c'est simplement l'expertise humaine. OFX, c'est une boîte qui croit en la combinaison d'une plateforme transactionnelle en ligne qui est là, bien sûr, 24 heures sur 7, donc pour vous permettre de faire vos transactions quand bon vous semble. Mais on a aussi des équipes à travers le monde qui sont là par téléphone pour vous répondre en tout temps. Donc, on a 6 bureaux. Je me rends rapidement à la dernière slide. On a 6 bureaux dans le monde. C'est une compagnie qui est là depuis 20 ans, fondée à Sydney, une compagnie publique listée sur l'Australian Stock Exchange. Et puis, dans ces 20 années-là, on a ouvert les bureaux à San Francisco, Toronto, Londres, Hong Kong, Sydney et Singapour pour vous offrir ce service-là 24 heures sur 7. Et puis voilà, je ne veux pas prendre plus de temps à la période de questions, mais il y a plus d'informations disponibles au ofx.com/French-morning. C'est aussi via ce lien que vous pouvez faire l'inscription, la création de votre profil en ligne. Ça prend 5 minutes et c'est là que vous aurez accès au taux de change préférentiel qu'on vous offre. Les taux de change préférentiels pour la communauté French Morning, nous ne prendrons jamais plus de 0,5 % sur le taux de change réel. Et puis, vous avez mon courriel aussi, amélie.dechaine@ofx.com. Merci beaucoup. Merci, Amélie. Plaisir. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez lever la main. Je ne sais pas si vous voyez la fonction, c'est en bas de votre écran. Donc, l'idée, c'est de pouvoir lever la main et de poser votre question en direct. Donc, bon, il y a pas mal de gens qui sont assez timides. Donc, attendez, hop là. Bon, les gens n'osent pas lever la main, ça arrive à chaque fois. Les gens sont un peu timides, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que on va devoir clôturer parce qu'on a une autre conférence qui arrive derrière. Mais je vais repartager pour les gens qui veulent parler peut-être en plus privé de leur cas ou de leur projet. Je vous laisse prendre votre téléphone et scanner le code de l'intervenant avec lequel vous souhaitez parler 15 minutes gratuitement, bien sûr. Ils sont là pour vous conseiller, donc n'hésitez pas. Je vais en profiter donc, pour les remercier une dernière fois. Merci Gilles avec Vano Miami, merci Jean-Philippe avec Massa Consulting Group, merci Amélie avec OFX et merci Michael avec Carton Fields. J'espère que vous passez une bonne journée avec French Morning et puis avec nos intervenants. Et on va tout de suite enchaîner sur le programme de la suite. En salle 1, on a École Génération Bac 2021 et en salle 2, ici, dans cette salle même, vous allez avoir tout comprendre à la fiscalité américaine.